Bonjour Arthur, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour Odile, donc moi je suis Arthur Durif-Meunier, promotion 2019, avec une spécialité originellement RH. Et puis aujourd'hui je fais à la fois de la clinique, donc en libéral, et puis une autre partie de mon temps que je passe en entreprise, dans l'animation d'ateliers sur les risques psychosociaux, la santé mentale au travail. Merci. Vous avez écrit récemment un ouvrage s'intitulant « Psychologie de l'humour, mécanismes et impact ». Pouvez-vous nous en parler ? Alors l'idée principale de cet ouvrage, c'était de pouvoir faire une place au rire, à l'humour dans la psychologie. On associe assez rarement le rire, les blagues à la santé mentale. Et puis de pouvoir aussi montrer que l'humour nous donne beaucoup d'informations sur l'équilibre de la personne et puis sur ses ressources psychiques. Où est-ce qu'elle va chercher du sens, du réconfort ? Autrement dit, en psychologie, on aurait tendance à dire quel rapport la personne entretient avec la réalité. Et c'est ce que permet l'étude de l'humour. Oui, vous parlez des mécanismes derrière l'humour. Pouvez-vous nous en dire plus dans la manière dont l'humour fonctionne psychologiquement ? C'est une très bonne question et je vous propose qu'on prenne plusieurs petits éléments de réponse. Le premier, ce serait de se dire qu'il y a dans l'humour un fonctionnement qui est similaire à celui du rêve, ça c'est Freud qui nous l'apporte, c'est-à-dire qu'il y a un contenu qui est latent et puis un contenu manifeste. Le contenu manifeste, c'est celui qu'on voit, c'est le premier degré, c'est le rêve un petit peu farfelu qu'on fait. Et puis il y a le contenu latent, c'est le second degré, c'est ce qui est sous-entendu, ce qui est suggéré. Donc ça, c'est une première lecture du mécanisme de l'humour. Une autre lecture, ce serait de s'intéresser à ce qu'on différencierait entre le normal et le pathologique. À quel moment dans l'humour on est dans quelque chose de normal, c'est-à-dire de fonctionnel, et à quel moment on serait sur une dynamique toxique au sens un petit peu de Spinoza, c'est-à-dire qui serait nocif à la fois pour soi et pour l'environnement. Enfin, une dernière grille de lecture de l'humour, ce serait là aussi une lecture plus existentielle, qui serait de se dire comment je m'approprie le monde avec toutes les tragédies que ça apporte, et puis qu'est-ce que j'en fais. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas de borne entre le bien et le moins bien, il y aurait juste comment chaque individu, personnellement, se saisit du monde. Merci. L'humour peut être un mécanisme de défense. Est-ce que cela signifie que l'humour peut parfois avoir des effets négatifs sur la santé mentale ? Très bonne question, merci de la poser. Effectivement, ça fait écho au deuxième chapitre de l'ouvrage. Je vous propose ici qu'on voit 3 points. Le premier, ce serait celui de la dépression. Comment l'humour s'agence dans le vécu de la dépression et à quel moment il peut venir camoufler, cacher une dépression. Évidemment, on a tous notre propre dignité, ce qui nous permet de nous protéger, aussi de préserver notre entourage. Mais quand l'humour va venir priver les gens qui comptent autour de nous de cette information qu'on souffre, là on s'isole, on se retrouve seul face à ces démons et c'est compliqué. D'ailleurs, nombre de nos humoristes ont traversé des périodes de souffrance, de dépression. La deuxième risque, ce serait la manie. Donc la manie souvent qu'on retrouve dans une des expressions de la bipolarité et où on se retrouve avec des personnes qui font de l'humour à tout bout de champ, ça va du coq à l'âne, il n'y a aucune structure. Et à ce moment-là, on est noyé sous un flot incessant de blagues, de tirades, de quoi que ce soit, on est perdu. Et pour l'entourage, c'est insupportable. Pour la personne aussi. Le troisième point, ce serait l'usage pervers de l'humour, c'est-à-dire de faire passer des messages malveillants, toxiques, sous couvert de « ça n'était qu'une blague », mais en vérité, la victime, elle sait très bien que ça n'est pas une blague. Et là, c'est un risque pour tout le monde. Merci. Et donc, d'où provient l'humour chez chacun d'entre nous ? Alors, c'est probablement l'une des questions qui m'est le plus posée, et elle est donc d'autant plus pertinente. Je vous propose 2 grilles de lecture pour comprendre ça. La première, ce serait de se dire, pour faire de l'humour, il faut une certaine compétence technique. Alors, elle est soit émotionnelle, affective, quand on est dans du comique, comme un Louis de Funès ou un Rowan Atkinson, ou alors plus intellectuelle, quand on est sur des jeux de mots plus fins, plus sensibles, ce que Freud appelait mot d'esprit, par exemple un Raymond DeVos ou un Pierre Desproges. Cette question technique, elle est à la fois innée parce que on a tous des compétences cognitives qui nous sont propres, et puis elles sont aussi acquises parce que quand on a un grand-père qui fait de l'humour, quand on a un enseignant qui nous passionne par son second degré, ça nous amène à tendre vers cette direction. Donc on a à la fois quelque chose d'inné et d'acquis. L'autre lecture, ce serait de se dire, il faut une prédisposition affective, de se dire, j'aime le jeu de l'humour, c'est un jeu, et on a beau avoir la technique, parfois on n'en a pas l'envie, on n'en a pas la sensibilité,
Et alors là aussi, on a une question d'inné qui est de se dire on a tous notre sensibilité qui nous est propre, on aime ou pas rire, c'est notre personnalité. Et puis on a pu être éduqué dans les plaisirs de partager à table des jeux de mots, des blagues, et de se dire ça nous amène à intégrer ça, à y voir une valeur ajoutée, de se dire franchement c'est plus agréable de rire ensemble que de se disputer, ou ça peut être sacrément utile de temps en temps. J'ai vu que quand il manquait 10 centimes à mon papa pour payer une baguette, une petite blague à la boulangère, peut-être ça pouvait régler le problème. Dans votre livre, vous discutez des impacts cognitifs de l'humour. Comment celui-ci affecte-t-il notre façon de penser et de percevoir le monde ? Alors au sujet de la cognition, on entre sur un sujet éminemment psychologique et je pense qu'on peut commencer par une citation de Clérence Darrow que j'aime bien, qui nous dit, alors je cite, « Si vous perdez la capacité à rire, vous perdez la capacité à penser ». Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est qu'il ne nous dit pas que ceux qui n'ont pas l'humour ou qui ne rient pas ne sont pas capables de penser. Heureusement que non, il y a beaucoup d'éminents chercheurs qui aujourd'hui n'ont pas de sens de l'humour et puis c'est pas grave. Il nous dit simplement que quand on perd, c'est-à-dire quand on avait à la base cette capacité et qu'on la perd, c'est le signe qu'il se passe quand même quelque chose au fond de nous de très important, de très chamboulant, en tout cas suffisamment pour que nous nous privions de cette chose-là. Et alors, pour aller plus loin sur la cognition, on pourrait résumer les bienfaits de l'humour en 3 points. D'abord, c'est une source d'énergie. On sait que dans les équipes aujourd'hui, les études le montrent, quand une équipe fait de l'humour, c'est qu'elle est à l'aise, c'est qu'elle se motive. Je parle d'un humour évidemment bien dosé, mais il y a de l'énergie, il y a de l'engouement. Le deuxième point, c'est une question d'engagement. Le fait de faire de l'humour, on donne une partie de soi. Donc quand dans l'équipe, la personne discrète fait une petite blague, elle nous donne une petite partie d'elle. Et d'emblée, dès lors, elle s'engage dans la dynamique collective. Le dernier point, et je pense que c'est le plus important, c'est ce que les Anglais appellent « think out of the box ». Donc c'est l'idée qu'avec l'humour, on chamboule les règles, on crée des opportunités. Et ce qui pouvait passer pour une réponse farfelue apparaît ensuite comme une solution inopinée ou sortie de nulle part, mais parfois terriblement séduisante. Comme vous l'indiquez dans votre livre, pourquoi faudrait-il prescrire de l'humour ? Je ne sais pas si c'est fort heureusement ou pas, mais le psychologue ne peut pas prescrire grand-chose. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas forcément la légitimité pour diagnostiquer, quoi qu'on puisse donner un avis. Mais si on peut bien prescrire quelque chose, ce serait effectivement bien de l'humour. Et pourquoi ? D'abord parce que on travaille avec une réalité qui nous échappe, les tragédies de nos patients, les complexités des entreprises, des crises économiques, des licenciements professionnels, un tas de choses sur lesquelles nous, en tant que psychologues, on a bien peu de pouvoir. Et pour éviter la terrible frustration d'accompagner des gens dont les tragédies nous échappent, on peut en revanche les amener à se saisir autrement de ces événements, d'une part peut-être en faisant de l'humour et d'autre part en les invitant à une nouvelle lecture. Aussi parce que si on s'intéresse à la littérature scientifique, l'humour nous permet d'agir sur les liens sociaux, aussi bien sur la séduction amoureuse, amicale, mais aussi dans le fait de rapprocher les familles, les amis, parce que c'est sur le corps, ça a de nombreux effets positifs, ça libère la charge psychique qu'on peut parfois sentir dans la nuque, dans le dos, ça permet de tonifier les abdos, alors j'irai pas dire que ça se substitue à une séance de sport, mais enfin on n'est pas loin. Sur le plan cognitif, on l'a évoqué, ça stimule, ça crée de l'ouverture d'esprit. Donc toutes ces choses-là nous poussent quand même à nous dire qu'il y a de nombreux bienfaits. Et puis dans une société où l'écran, les médias, parfois nous éloignent les uns des autres, je trouve que c'est quand même un super levier de connexion affective et émotionnelle, qu'en tout cas j'apprécie fortement. L'humour, c'est un thème universel. Est-ce que tout le monde peut se saisir de votre livre Psychologie de l'humour ? Alors, pour quel public ? J'étais face à une question intéressante, de se dire est-ce que je rentre dans la technique et puis je perds tout le monde, ou est-ce qu'on va sur un programme un peu vulgarisateur et dans ces cas-là on abîme un peu les concepts ? Le parti pris, c'est de se dire je veux que ce soit accessible à tous et je veux que ça respecte les concepts. Tous les mots-clés, tous les termes comme idiosyncrasie, perversion, manie sont expliqués, mais dans une modalité très pédagogique. Je fais beaucoup d'humour dans cet ouvrage, et puis je vous mets au défi de trouver les jeux de mots que je fais. Je raconte beaucoup d'histoires avec les patients, donc le but c'est que ce soit clé en main, que vous puissiez vous identifier à l'ouvrage, et puis voir quel est votre style d'humour. Donc je vous partage quelques liens sur internet pour identifier ces choses-là. Donc oui, bien évidemment, il est grand public. Merci Arthur, et pour finir,
J'aimerais connaître votre style d'humour. Alors là, on rentre peut-être un peu dans l'intime, mais pourquoi pas. Question compliquée, mais question que je me pose encore, je crois. Peut-être pour vous répondre, je dirais qu'il y a deux manières que j'ai d'employer l'humour. Bon, ça va un petit peu plus loin que ça, mais pour comprendre un petit peu l'idée, et puis ça me permettra aussi rapidement d'introduire ma propre lecture de l'humour que je propose dans l'ouvrage. C'est de se dire que quand il s'agit de faire un humour qui va être transgressif, c'est-à-dire celui qui est source de liberté, celui que j'ai appelé momosien en référence au dieu fourbe, eh bien je ferai plutôt un humour simple, naïf, peut-être un peu comme Socrate, c'est l'humour dionysien, simpliste, parce que je trouve que c'est une manière légère de transgresser les règles. Par contre, quand il s'agit de rappeler le cadre, de rappeler à l'ordre, de rappeler qu'il y a des choses qu'on fait et d'autres qu'on ne fait pas, eh bien j'aurais plutôt tendance à utiliser un humour qu'on appelle apollinien, c'est-à-dire un humour intellectuel, sensé, un humour technique. Parce que je trouve que c'est une manière aussi puissante de rappeler à l'ordre et de dire que si je recadre, c'est parce que quelque part j'en ai peut-être la légitimité et il y en a la nécessité. Merci beaucoup Arthur, c'est très intéressant. Je vous en prie, merci de cette invitation.